Quelle idée de mettre un pantalon serré un jour de repos. Oups, je suis trop petite. Ou vous êtes trop grand, ça dépend du point de vue. J'ai hyper soif. Chop, 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 chop. Petit placement de produit comme si de rien n'était. L'eau, l'air, la vie. De l'eau, de l'air, la vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan culturel du mois de février qui sera peut-être un peu moins préparé ou moins prolifique que le bilan du mois de janvier que je vous indique en petit i ou dans la barre d'infos, tout simplement parce que le mois de février est plus court. Oui mesdames et messieurs, c'est une très bonne excuse, mais surtout parce que I haven't got the time maybe. Se cultiver ça prend du temps et il faut gagner son pain quotidien aussi. Ce qui n'est pas chose facile et surtout qui occupe beaucoup d'heures dans une journée. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux. Voilà, encore une fois, bande de feignants là. J'ai quand même découvert des choses très intéressantes dont je vais vous parler tout de suite. Et à vrai dire, ce bilan culturel pourrait même ne s'en tenir qu'à une seule chose, une seule découverte ce mois-ci qui a été absolument phénoménale. Roulement de tambour, il s'agit de ce petit bébé d'amour, un beau bébé quand même, 4,5 kg à la naissance. Non, il doit faire, je sais pas, ça doit peser quoi, 500 grammes 200 grammes. Aucune idée. En tout cas, ce ne sont pas les 200 grammes qui sont importants, c'est tout le génie, tout le brio, tout le talent qu'a mis Albert Cohen dans ce roman fleuve, je crois qu'on le qualifie de roman fleuve, car en fait, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, écrit ou publié plutôt en 1936, je crois qu'il appartient à une série en fait, que c'est le 3e tome d'une série dont je ne sais absolument rien, mais qui met en scène les mêmes personnages, etc. En tout cas, je crois pouvoir dire sans me tromper que Belle du Seigneur est le roman le plus connu d'Albert Cohen. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur. C'est un roman dont j'avais entendu parler comme une des belles histoires d'amour de la littérature française, du XXe siècle en tout cas, mais de la littérature française tout court. Je vais pas arrêter de faire ça, mais c'est tellement satisfaisant que voilà, je vais continuer, on peut se caresser avec les livres, c'est merveilleux. Quand on est en manque d'amour, justement. My name is Solal de Solal. I am a haunted man. Ce roman, j'ai voulu le lire parce qu'on me l'a présenté comme une histoire d'amour. Et moi, grande amoureuse de l'amour que je suis, j'ai voulu sauter sur ce livre et n'y voyais pas de lapsus freudien. J'ai voulu me plonger dans ce livre. Et en fait, je le ferme en pensant que ce n'est pas du tout une histoire d'amour, ou en tout cas une histoire d'amour pleine de désillusion, de déception, et qui aboutit à la conclusion qu'en fait l'amour romantique tel qu'on se le conçoit n'est qu'une vue de l'esprit et n'existe pas dans la réalité parce qu'il est incompatible avec la nature humaine telle que l'a décrit Albert Cohen, une nature humaine qui n'a soif que de pouvoir, de force, d'ambition, qui s'exprime dans des processus très différents, de manière parfois subtile et perverse. L'amour du pouvoir est partout, même dans nos faits et gestes quotidiens. Et ça c'est quelque chose qu'Albert Cohen décrit très bien. On a un peu des prises de conscience comme ça, se disant mon Dieu mais moi aussi je suis comme ça. C'est vrai, il y a une psychologie très fine des personnages qui en plus est mise en mots de manière très humoristique. Albert Cohen maîtrise l'ironie, le cynisme, l'humour à la perfection. En tout cas moi c'est un style qui m'a beaucoup plu et qui m'a étonnée aussi. Dans toutes les revues, tous les témoignages que j'avais lus à propos de Belle du Seigneur, je n'avais pas entendu parler du grand humour qui est présent dans ce livre, et pourtant pour moi c'est une des caractéristiques principales. Après c'est peut-être une forme d'humour qu'il faut apprécier, les personnages sont tournés
en ridicule. Il y a des scènes un petit peu longues parfois où on décrit voilà, leurs schémas mentaux, leur prise de décision, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Mais je trouve que ça se lit très très bien, on se laisse porter. Parce que c'est drôle et parce qu'on se reconnaît aussi dans les personnages qui sont des caricatures poussées à l'extrême, mais qui sont comme voilà, des emblèmes de certains traits psychologiques que nous avons probablement tous, et c'est en ça qu'Albert Cohen est un grand psychologue, auteur, une grande personne. Les deux personnages principaux sont Ariane et Solal. It's so beautiful, Ariane. Stay inside me. Deux personnages qui cherchent l'amour en la personne de l'autre, qui trouvent une sorte peut-être d'euphorie à un certain moment, mais qui s'étiolent, qui s'épuisent, et en fait qui vont tomber dans un processus de manipulation d'eux-mêmes et de l'autre, afin de pouvoir retrouver, reconquérir cet amour des premiers temps, qui n'est peut-être qu'une illusion. Ils en arrivent alors, c'est très différent, c'est très genré, c'est une histoire qui est très genrée. Solal, le personnage masculin, cherche à faire souffrir l'autre de manière totalement consciente, alors même qu'il se déteste de le faire parce qu'il pense que c'est ce qu'Ariane veut. Elle veut souffrir pour que la flamme se ravive, parce que c'est dans son intérêt finalement, etc. Donc il explique pourquoi il n'aime pas le faire, pourquoi il déteste être l'objet de désir pour les femmes, parce que à ses yeux ça le dévalorise, etc. Enfin, lui il cherche vraiment un amour pur, comme l'amour entre le petit garçon et sa mère, ou entre le père et sa petite fille, amour non incestueux d'aucune manière. Justement, il cherche en fait dans Ariane, dans sa partenaire, non pas cette femme lubrique qui aime se mettre en scène sexuellement, qui aime le séduire, mais plutôt la petite fille un peu ridicule, qui a besoin d'être protégée. Et tout ça, voilà, c'est expliqué de plein de manières différentes à différents moments du roman, et c'est super intéressant. Et de l'autre côté, Ariane, du côté féminin de la force, Ariane est toujours du côté de l'apparence qui prime sur tout le reste, et ça va devenir une quête obsessionnelle en fait, d'être la plus belle qu'elle peut l'être. Elle va se préparer, s'apprêter pendant des heures, prendre un bain, se parfumer, reprendre un bain si elle a mis trop de parfum, choisir telle robe. Il y a des descriptions parfois assez longues de pourquoi cette robe est trop longue, pas bien, enfin bon bref, des détails, et en fait je pense qu'elles sont nécessaires aussi, ces descriptions si longues, parce que c'est Albert Cohen essaie vraiment d'expliquer que ça peut être une torture en fait mentale pour cette femme qui a peur d'être abîmée par le temps. Une fois qu'elle est apprêtée, elle se met sur un fauteuil et attend son amant comme ça, sans rien faire, sans bouger, sans presque oser respirer, de peur d'abîmer sa coiffure, son maquillage, sa robe, etc. Et ça va très très loin. Donc là aussi c'est intéressant je trouve, parce que c'est caricaturé, mais ça montre cette importance de l'apparence, de la beauté. Peut-être pas tant pour l'homme quand il regarde la femme, que pour la femme quand elle a envie de se sentir désirée par l'homme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais lisez Albert Cohen, tout sera très clair. Il y a le thème de la mort aussi qui revient pas mal dans le livre, et pas la mort en tant que telle, mais la perspective de la mort qui rend en fait complètement ridicule et vaine peut-être tous les efforts qui sont fournis par les personnages, que ce soit pour progresser dans leur carrière, que ce soit pour établir des relations amoureuses ou des relations sociales, respecter les convenances. Albert Cohen rappelle souvent que nous sommes tous de futurs cadavres. Il y a une scène qui est très marquante à ce propos. Nous sommes tous de futurs cadavres en recherche de pouvoir, d'amour, etc. Et on finira tous au même point finalement. 6 pieds sous terre, mangés par les vers. Il y a des images crues aussi. Il y a d'autres thèmes aussi qui sont présents en filigrane dans ce roman. La critique de la Société des Nations à Genève dans les années 30. Critique qui pourrait peut-être s'appliquer maintenant encore, je ne sais pas, je ne travaille pas à la Société des Nations. Peut-être un jour, hein, qui sait. Mais il y a une critique voilà, des fonctionnaires qui font semblant de se croire utiles, mais qui sont clairement des tirs au flanc. Et là aussi, il y a des descriptions super drôles. Je crois qu'Albert Cohen a lui-même travaillé dans cette société,
Et donc il décrit un peu tous les travers qu'il a pu voir de l'intérieur, mais encore une fois en les poussant à la caricature, à l'extrême. Il y a aussi forcément dans les années 30 en Europe un thème, je vous laisse deviner mesdames et messieurs, le thème de l'antisémitisme, sachant que le personnage principal Solal est juif, qui vient d'une famille juive, de Céphalonie, enfin bon il a des frères, des cousins etc. qui vont venir lui rendre visite. Donc on a plusieurs personnages juifs et c'est un thème qui va prendre pas mal d'importance dans la dialectique entre l'antisémitisme qui va s'exprimer de manière de plus en plus forte au fur et à mesure du roman et l'amour du peuple juif qui est un amour en fait même plus pur que l'amour que Solal porte à une femme, à Ariane, l'amour du peuple et même des hommes les plus méprisables en fait de ce peuple. Là c'est vraiment un amour inconditionnel, entier et qui souffre parce que Solal ne comprend pas pourquoi son peuple n'est pas aimé tandis qu'eux ne veulent qu'aimer les autres. Et il me dit, toi, t'es un petit youpin, toi, hein? On n'aime pas les juifs par ici, tu sais. Ton père, il est de la finance internationale, hein? Et puis, ton père trahit comme Dreyfus, etc. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave qui allait se passer. Donc là aussi, le thème de l'amour est présent, mais sous une autre forme que l'amour romantique, que l'amour amoureux. L'amour amoureux, est-ce que ça se dit ou est-ce que c'est un pléonasme? I don't know. Mais c'est une autre forme d'amour et je trouve que c'est hyper important, que ça a de la valeur. J'aime beaucoup les romans qui rappellent qu'il n'y a pas que l'amour romantique dans la vie. Dans les romans ou en dehors des romans, l'amitié c'est important, la famille c'est important, l'amour qu'on se porte à soi c'est important, l'amour qu'on porte à son chien c'est important. So I pronounce you now as dog and woman. Amazing! So happy! Et d'ailleurs à ce propos je suis en train de lire un essai de sociologie sur l'amour dans la modernité dont je vous reparle le mois prochain parce que c'est trop bien. Voilà, pour le dire très simplement. Mais pour ce mois-ci, je vais vous laisser avec ma chaleureuse recommandation sur Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Rien que pour le style, que pour les scènes où les personnages ont des dialogues mentaux mais complètement abracadabrants. Si vous avez un grain de folie en vous, vous allez vous régaler avec certains passages où Ariane est dans son bain et qu'elle s'invente des histoires avec des amis imaginaires, des mariages avec des animaux qui parlent, enfin c'est trop bien. Et il n'y a pas qu'Ariane d'ailleurs qui le fait, donc chaque personnage a un petit peu son grain, il faut le dire, et ça participe à tout le charme de ce roman, je trouve. Next, j'ai regardé un film dont je vous parlais déjà dans le bilan culturel du mois dernier. J'avais envie de le voir et puis finalement j'en ai vu un autre. Et bien ce mois-ci, j'ai payé mes 4 € sur iTunes et j'ai loué le film 1917, réalisé par Sam Mendes. C'est un film qui est inspiré de faits réels, qui se déroule au sein de l'armée britannique en 1917, comme le titre l'indique, donc pendant la Première Guerre mondiale. C'est un soldat britannique de la 8e division, je crois, qui est posté en France, qui est missionné pour porter un message à une autre division, un autre bataillon qui se prépare à mener l'attaque contre les Allemands. Et en fait, il se trouve que les Allemands opèrent un changement de stratégie qui est compris par les généraux ou par les capitaines, commandants, je ne sais pas, qui est compris par les gens qui s'occupent de la 8e division. Bref, tout ça est une histoire de technique et de stratégie qui m'échappe un petit peu, je dois dire, et qui n'est pas au centre du film. Mais ce soldat est missionné pour apporter un message et annuler l'opération d'attaque, sachant que c'est un guet-apens dont ils n'ont pas conscience. Et voilà, on suit ce soldat qui, avec son ami, va parcourir le territoire français, ou une partie du territoire français, je ne sais plus où exactement, en Alsace peut-être. J'avoue que je ne sais pas, et pourquoi je ne sais pas, c'est parce qu'en fait ce film ne m'a pas passionnée du tout, pour tout vous dire. J'ai été assez déçue, j'avais super envie de le voir et tout, c'est un film qui est sorti en 2019, et en fait je trouve qu'on s'y croyait pas du tout. Ce sur quoi j'ai réfléchi après, je me suis dit mais qui suis-je pour dire que c'est pas réaliste? En fait je me fonde sur ma perception de la guerre qui est véhiculée par les autres films, c'est-à-dire que ma référence pour dire tel film est réaliste ou pas, ce sont d'autres films de guerre.
Et pourquoi ces films-là mettraient mieux en scène la réalité de l'époque que celui-ci qui est un peu plus, je sais pas, bucolique, il y a du soleil, de l'herbe, enfin tout va bien à certains moments. Et j'imagine que tout allait bien entre deux attaques. Je veux dire, il pouvait y avoir du soleil en 1917, il n'y a pas eu 4 ans de guerre sans un seul rayon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas cette ambiance sombre tout le temps qu'on a dans les films de guerre. Donc c'est quand même intéressant, je trouve, de réfléchir à ça, aux espèces de schémas mentaux et aux cadres qu'on se met qui sont pas forcément justifiés. En plus de ça, je trouve que, je sais pas, l'action, je trouve que le scénario se déroulait pas de manière super fluide et le jeu d'acteur était pas exceptionnel non plus. Je vous partage juste mon opinion, c'est pas un film qui m'a plu nécessairement, je trouve que ça vaut pas tellement la peine de le regarder, mais voilà, je pose ça là. 1917, j'ai quand même passé un bon moment. Je suis allée au bout parce que j'avais payé mes 4€ et money is money. Mais voilà. En revanche, on va sauver la mise avec un deuxième film que j'ai regardé, qui est un court métrage documentaire plutôt de 46 minutes, qui s'appelle Water Get No Enemy, réalisé par Arthur Bourbon et Damien Castera, qui sont 2 surfeurs français, me semble-t-il. Je ne sais pas s'ils sont surfeurs de profession ou amateurs, en tout cas passionnés, c'est sûr, qui sont allés à la rencontre de la première génération de surfeurs du Libéria, pays africain qui a connu les affres d'une guerre civile particulièrement sanglante, comme toutes les guerres civiles, mais guerre civile qui a duré quand même jusqu'en 2003, me semble-t-il. Je vais revenir sur ce point justement dans le documentaire. Le Libéria, dont la guerre civile est connue ou a été médiatisée pour un point fort triste, l'utilisation prolifique d'enfants soldats, d'enfants dès l'âge de 6 ans, qui on voit des images dans le film qui se promènent avec leur fusil, leur carabine au poste, enfin pas aux frontières, mais ils étaient postés dans tout le pays quoi, pour contrôler les déplacements, etc. Je sais pas combien d'enfants sont morts, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je vous mets un article du magazine Jeune Afrique sur la génération perdue des enfants soldats du Libéria. Je trouve que le film donc se focalise principalement sur le surf, sur voilà, ces anciens enfants soldats qui ont troqué leur fusil contre la planche de surf. C'est un peu le résumé du film. Et c'est un documentaire, un reportage qui met en scène de très très belles images de surf. Si vous aimez le surf, bah, c'est magnifique. Il y a une bande son qui est sublime aussi. C'est impressionnant, les vagues, les bon, bref, c'est magnifique, les paysages sont magnifiques. Par contre, il faut aimer les images de surf, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Je pense qu'ils étaient fiers de leur tournage, donc ils s'en sont servis. C'est pas du tout une critique, hein, vraiment c'est agréable à voir, mais je trouve que c'est dommage parce que ça a été fait un petit peu au détriment de tout ce contexte historique, ces témoignages sur le conflit armé, sur la guerre civile. On a une petite explication au début avec de belles images d'animation. On a quelques secondes ou minutes de témoignage, je crois, un peu plus tard dans le documentaire, mais je trouve que vraiment il y aurait pu avoir une association plus forte, ou en tout cas mettre en parallèle ces deux sujets de manière plus approfondie. Après, c'était peut-être pas le but du film. Je veux dire, je peux très bien regarder un reportage dédié complètement au conflit civil au Libéria, mais je suis un petit peu restée sur ma faim de ce côté-là, on va dire. Par contre, il y a des éléments intéressants sur l'histoire très jeune, très récente du surf au Libéria. Il y a une association qui s'est montée grâce à 2 Américains, me semble-t-il, où à ce moment-là, ils avaient 3 planches de surf pour 60 personnes inscrites dans cette association. Donc il y a un peu ce côté aussi, on fait avec les moyens du bord, cette transmission des valeurs aussi qui sont importantes pour des enfants qui ont été absolument traumatisés, le respect de la nature, le goût de l'effort, la solidarité, l'entraînement, l'entraide, etc. Je ne suis pas surfeuse professionnelle, mais j'imagine que comme dans beaucoup de sports, il y a de très belles valeurs dans le surf. Puis surtout c'est grisant et il y a plusieurs personnes dans le reportage qui expliquent qu'elles ne pensent plus à rien à ce moment-là quand elles ride la vague. Et rien que pour ça, en fait, c'est un des bienfaits du sport ou des aventures d'extérieur. Juste le fait de ne plus penser à rien, ça peut être hyper libérateur.
voilà, c'est un film en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Là pour le coup j'ai passé un bon moment, c'est beau, c'est touchant, mais encore une fois, je suis restée sur ma faim pour le contexte historique peut-être un peu léger. Ensuite, sans mauvais jeu de mots, j'ai continué sur la même vague en écoutant un podcast sur le surf. Un podcast de France Culture, c'est l'émission LSD. C'est une série de 4 épisodes qui tourne autour du surf. J'ai essayé d'écouter Enquête de la vague parfaite ou un truc comme ça, je crois que c'est l'épisode de 4 sur 4, mais qui en fait est un épisode assez technique sur la forme des vagues, où est-ce qu'elles se trouvent dans le monde, etc. Je pense qu'il faut être mordu de surf pour apprécier vraiment l'épisode, ou je sais pas, ça dépend des goûts, mais moi j'ai pas trop accroché. En revanche, j'ai écouté, je crois que c'est le premier épisode de la série, Comment le surf a fait un tube. C'est un épisode qui s'inspire du livre Surf de Jérémy Lemarié, mais un documentaire réalisé par Raphaël Kraft et Gilles Mardy-Rossian. C'est un épisode qui revient sur l'histoire du surf depuis ses origines premières et sur la diffusion du surf dans le monde à travers le tourisme américain et même avant ça les explorateurs européens, puisque le surf en fait, qui est peut-être incarné maintenant par l'image du beau gosse californien, blond, aux yeux bleus, musclé, bronzé, etc. Ça n'arrive que bien plus tard dans l'histoire du surf, puisque c'est une pratique qui est née à Hawaï dès le peuplement de cet archipel, de ces îles polynésiennes, qui remontent à 4000 ans en arrière, je crois. Donc les premières formes de surf apparaissent en 400 après Jésus-Christ, et à ce moment-là, c'est une pratique plus qu'un sport. C'est une pratique qui était réservée à la royauté, puisqu'elle avait une fonction très spirituelle de lien entre les hommes et les dieux. Les membres de la famille royale interprétaient les messages divins véhiculés à travers les vagues, et en surfant ces vagues-là, pouvaient décrypter, interpréter ces messages. Il y avait des cérémonies religieuses qui duraient pendant la période des récoltes, de mai à octobre je crois, je sais pas exactement, mais chacune de ces périodes a évidemment un nom spirituel, comme c'était le cas dans la culture de l'Empire romain par exemple. Finalement on retrouve les mêmes schémas dans beaucoup de cultures et sous des formes différentes, mais le surf c'était vraiment une pratique spirituelle, réservée à l'élite, etc. Et c'était vraiment très lié à la culture hawaïenne et cette importance qu'a la terre, qu'a l'île, qu'a le placenta, tout ça c'est lié à la fertilité, la fécondité. Il y a vraiment une espèce de système spirituel auquel le surf appartient ou dans lequel il s'insère, et c'est hyper intéressant justement de voir le surf à travers cet œil-là. Et ensuite à partir du XVIIIe siècle il y a un certain tournant, puisque c'est à ce moment-là que les Hawaïens vont voir arriver les explorateurs européens, le capitaine Cook le premier en 1718, et en fait ils vont interpréter son arrivée comme celle de l'arrivée du dieu Lono, qui était le dieu de la fertilité me semble-t-il, qui était révéré justement pendant cette période des récoltes. Il va y avoir quand même des débats parmi les Hawaïens pour savoir si c'est vraiment le dieu Lono, parce que est-ce que c'est un dieu blanc qui serait arrivé avec d'autres blancs sur un navire aussi technique, etc. En tout cas, même si ça se finit mal pour le capitaine Cook, c'est à partir de ce moment-là que, à travers les journaux de bord, de voyage, des explorateurs, des marins, des médecins, des missionnaires, tous les gens à bord de ces navires et qui participaient à ces explorations, on va trouver des témoignages dans leurs écrits sur le surf. C'est une pratique qui les intriguait, qui les fascinait aussi parfois, et donc il y a des auteurs, écrivains romantiques comme Jack London, comme Mark Twain, qui vont entendre parler de cette pratique et qui vont se rendre à Hawaï exprès pour l'observer, pour la tester eux-mêmes et pour décrire leur expérience. Et c'est vraiment grâce à ces auteurs-là que le surf va commencer à trouver une résonance mondiale et à arborer cette image romantique aussi, qui a été influencée aussi, cette image positive, par les pratiques hygiénistes qui étaient très en vogue en Europe au moment des grandes explorations, siècle des Lumières, etc. Le surf est vraiment passé par plusieurs images, positives ou négatives, dans les yeux des Européens, parce que les gouverneurs européens, les premiers qui arrivent à Hawaï avec les missionnaires calvinistes par exemple, vont considérer cette pratique comme oisive, comme du divertissement qui tient les Hawaïens éloignés du travail de la terre, du matin jusqu'au soir. Donc il y a un peu cette image qui est très coloniale aussi, de l'indigène paresseux, qu'il faut mettre au travail, dont il faut convertir l'âme.
pour le salut, quoi. Bref, c'est fou de voir que vraiment tous ces schémas culturels s'appliquent dans tous les aspects de la vie et que ça a également imprégné l'histoire du surf, ou en tout cas de sa perception et donc de sa diffusion dans le monde. Et après ça, cette image du surf va être récupérée ou rendue positive par déjà le culte du corps qui naît alors là plutôt à partir du XXe siècle, ça permet de se sculpter, d'être au grand air, etc. Mais aussi même avant ça par le discours hygiéniste qui naît dès le XVIIIe siècle. Surfer c'est aussi se laver dans la mer, etc. Et se laver c'est vraiment un truc qui revêt une importance importante dès le XVIIIe siècle en Europe. Et donc on va un peu justifier ou pardonner cette pratique du surf à travers le fait que au moins ça les garde propres. Et ensuite au XXe siècle, il y a une nouvelle étape qui est vraiment hyper intéressante aussi dans l'histoire du surf. C'est d'abord la fondation des clubs de surf à Hawaï et ensuite leur exportation en Californie et sur la côte ouest des États-Unis, avec notamment l'émergence de la figure du Beach Boy qui est incarné par deux exemples très célèbres. Il y a Duke Karamoko, je crois, qui fait des démonstrations de surf sur la Seine à Paris. On a des photos de lui sur une péniche, enfin bon, c'est drôle. Bon, je trouve ça drôle, ok. Et l'autre, c'est George Freeth qui va en fait exporter le surf en Californie. En tout cas, c'est à partir de son installation à lui que ça va vraiment prendre de l'ampleur parce que lui parcourt cette côte ouest des États-Unis et se rend compte du nombre de noyades qui arrivent au moment où il y a une installation de population sur la côte ouest à la suite d'investissements immobiliers destinés à attirer cette population. Bref, on a toute cette nouvelle société de consommation américaine qui arrive sur les plages mais qui ne sait pas forcément nager, d'où les noyades. Et George Freeth va trouver dans le surf un moyen de sauver ses victimes plus vite et il va montrer aux maîtres nageurs sauveteurs américains comment on fait, etc. Et en fait ça, ce sont les premiers clubs de surf qui naissent aux États-Unis et donc il y a un côté professionnel et c'est dédié au sauvetage des victimes. Et ensuite, c'est une pratique qui va devenir ludique, une pratique de loisir. Après ça, il y a encore plusieurs grandes étapes de l'histoire du surf avec la construction de planches en nouveaux matériaux, etc. Et du côté d'Hawaï, un retour aux origines aussi du surf comme moyen de valorisation de la culture. Il y a des artisans contemporains qui construisent des planches comme le faisaient leurs ancêtres. Alors que des années 20 aux années 70, il y a eu tout ce dénigrement de la culture hawaïenne qui faisait partie aussi du discours de cette époque-là. Il y a tout un mouvement de renaissance hawaïenne qui a émergé depuis les années 70 où de nouveau on est fier d'être hawaïen, on recommence à apprendre la langue hawaïenne à l'école, toutes ces revendications culturelles-là qui avaient disparu pendant la majeure partie du XXe siècle. Donc on voit à travers cet épisode à quel point le surf est relié vraiment à cette culture des origines, à l'histoire de ce peuple et comment en fait ça s'est complètement dilué et perdu dans la pratique du surf qu'on connaît aujourd'hui ou telle qu'on se la représente. Et il y a deux autres épisodes aussi dans cette série qui m'ont l'air intéressants mais que j'ai pas eu le temps d'écouter. Un épisode sur le mouvement féministe dans le surf, me semble-t-il, et un épisode sur une leçon de surf en Bretagne. Alors ça, je suis curieuse de savoir quel format ils ont choisi pour ça, mais vous pouvez les écouter et vous me direz ce que vous en avez pensé, si jamais. Ensuite, le deuxième podcast que j'ai découvert ce mois-ci, c'est le podcast French Expat, qui, comme son nom l'indique, nous fait entendre des témoignages d'expatriés francophones ou d'anciens expatriés. J'ai écouté l'épisode de Nathalie, qui est une expatriée belge au Rwanda et qui a monté avec son époux un restaurant bistrot français dans cette idée-là dans la capitale du Rwanda, à Kigali. C'est hyper intéressant, c'est vraiment l'aventure. Elle parle de ses difficultés, de cette idée un peu folle et de la vie qu'elle mène aujourd'hui et qu'elle ne regrette absolument pas.
Ensuite, il commence à se faire tard et il faut que j'aille faire les courses et payer l'auto-école avant le couvre-feu, donc on va se dépêcher. J'ai écouté un épisode du podcast In Power hébergé par Louise Aubery, qui est une jeune femme formidable et qui véhicule des messages très positifs et très importants sur les réseaux sociaux, donc j'espère que vous la suivez. J'aime beaucoup son podcast, même s'il y a des épisodes plus ou moins bien construits, je trouve. Là, c'est un podcast, j'en ai écouté plusieurs des épisodes, mais je vous parle vraiment de celui qui m'a marqué ce mois-ci. C'est celui qui invite Julien Tchernia, qui est le cofondateur d'Équateur. Équateur, qui est un fournisseur d'électricité et gaz vert, qui est né en 2016, je crois, et qui s'est imposé face à des mastodontes comme Total, Direct Energy, Shell, enfin Shell c'est pas en France, mais y a qui d'autre, DF. Enfin bref, dans une situation d'oligopole installée depuis longtemps, il explique comment il a démissionné justement de la société d'énergie pour laquelle il travaillait pour monter son projet avec son associé. Et c'est hyper intéressant, je trouve, dans cet épisode de suivre son parcours et de voir comment il a attendu le bon moment, sans savoir qu'il attendait le bon moment, mais qu'il s'est pas lancé à des moments où il y avait du doute, ou que c'était juste pas le moment. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça remet aussi un peu en question le fait qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un point de vue, j'ai envie d'y croire aussi. Mais parfois, je pense qu'il faut aussi écouter son instinct et se dire, je pense que là, ce serait bien si j'avais plus d'expérience, plus de contacts, de réseaux professionnels, ça pourrait m'aider. Ou juste, je suis pas assez stable financièrement. Enfin, on n'a pas tous les mêmes responsabilités à tel ou tel moment de notre vie. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'en fait, il s'est pas lancé dès les premières années de sa carrière, mais que pour autant... il regrette pas d'avoir acquis cette expérience avant et que là il s'est lancé, qu'il sait un peu mieux de quoi il parle et c'est hyper intéressant aussi de voir les challenges auxquels il a dû faire face et la crédibilité qu'il a dû construire aussi pour trouver des financements. Il a quand même décroché de très beaux contrats depuis et je me rends pas très bien compte, je vous avoue que moi Équateur ça ne me disait rien avant d'écouter cet épisode et pourtant vu le nombre de compteurs qu'ils ont en France, je me dis que quand même j'ai dû passer à côté d'un truc quoi. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air, en tout cas Julien Tchernia, très intelligent, qui donne de super conseils sur les relations humaines, comment gérer son business et tout, qui a l'air serein finalement, alors j'imagine qu'il l'a pas toujours été et qu'il l'est pas tous les jours non plus quand on dirige une entreprise, mais c'est un podcast qui est plein de, je sais pas, good vibes, d'inspiration, t'as envie de monter ton projet après, et moi c'est ce que j'adore dans les podcasts. Ensuite, j'hésite à vous en parler parce que je me dis que là en fin de vidéo, ça ne leur rend peut-être pas justice, ça ne rend pas justice à leur travail, mais je vais quand même le faire. De toute façon, je pense pas qu'ils aient besoin de mes vidéos pour gagner de la visibilité, mais je voulais vous parler de la chaîne YouTube de Ben Never que je n'ai pas découverte ce mois-ci, mais dont j'ai envie de vous parler là parce que je me suis refait plein d'épisodes d'Entre Mecs, par exemple, de Tartine de Vie, qui est une série qu'il a commencé plus récemment et qui est un format plus long, qui a été réalisé à la demande des internautes qui voulaient justement des formats plus longs, et vraiment c'est un régal à chaque fois, c'est des remises en question, c'est des témoignages là aussi, mais vraiment sous la forme d'une discussion entre potes. Cette chaîne est d'utilité publique, genre vraiment tout le monde devrait la regarder. Et pourquoi je vous en parle aussi, c'est parce qu'il produit une série en ce moment sur France TV Slash, sur la chaîne YouTube de France TV Slash qui s'appelle Insomnie je crois, où il invite des gens, voilà, ils sont dans un lit et ils parlent de sujets plutôt intimes du coup. Mais du coup grâce à ces interviews vidéo, j'ai découvert le reste de la France. Oui, j'ai découvert la France ce mois-ci, de la chaîne France TV Slash, notamment la série Étiquette, qui est fantastique. Si vous ne la connaissez pas, c'est une série qui parle de clichés, en gros, et surtout qui déconstruit ou qui confirme des clichés sur un sujet ou un profil de gens en particulier. Il y a un épisode par exemple sur les addicts vs clichés, anciens détenus de prison vs clichés, féministes vs clichés, profs vs clichés, les 2000 versus clichés, les dragues versus clichés, les travailleurs du sexe, les sportifs de haut niveau, enfin vous voyez, les musulmans aussi, j'ai adoré l'épisode sur les musulmans, où les musulmans sont invités pour débattre des clichés qui les concernent.
Et encore une fois, bon, c'est que je crois qu'il y a les candidats de télé-réalité aussi, c'est le dernier qui est sorti à ce moment-là. Et en fait, je trouve que c'est des épisodes qui, même si comme moi, vous vous considérez comme des gens hyper ouverts d'esprit, que vous remettez le monde en question tous les jours, on se rend compte grâce à ces épisodes à quel point on ne peut jamais complètement se mettre à la place de l'autre, ou on ne peut jamais témoigner d'une situation qu'on n'a pas vécue, qu'on peut tout imaginer mais pas vraiment comprendre certaines choses. Et c'est un peu un constat du coup d'impuissance d'un certain point de vue, mais en même temps le fait d'accepter qu'on peut pas mieux savoir qu'un autre, mais qu'on est prêt à entendre son témoignage, à essayer de comprendre tout en gardant un œil critique, en tout cas qu'on est ouvert au débat et qu'on n'a pas envie d'imposer son point de vue parce qu'il est certaines fois moins légitime que l'autre, il faut le dire, que celui de l'autre. Je trouve que voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont abordées à travers ces épisodes-là, et c'est pour ça aussi que je dis que cette chaîne est d'utilité publique, nationale. Comme on dit, avant de juger quelqu'un, parcourez 1 kilomètre dans ses baskets. À défaut de pouvoir véritablement le faire, regardez la série Étiquette de France TV Slash et essayez d'écouter, de comprendre les témoignages d'autres personnes qui ont vécu des choses différentes de celles que vous avez vécues, qui ont un ressenti différent, et en fait il faut accepter aussi parfois qu'on n'est pas du tout tous dans les mêmes positions. On peut vouloir défendre quelque chose, mais en fait avant il faut surtout écouter les personnes concernées, et c'est pour ça que les animaux n'ont vraiment pas de chance, parce que eux ne peuvent pas se faire entendre, et certaines minorités évidemment ont du mal à se faire entendre aussi, mais au moins elles ont le don de la parole, alors que les animaux pas du tout. Donc ils devraient faire un vegan versus cliché, j'aimerais trop être invitée. Envoyez-leur une lettre de ma part si vous voulez m'y voir. Et moi il faut vraiment que j'aille à l'auto-école parce que j'ai un permis à passer. Ciao.